Voilà, effectivement, je suis interne en santé publique maintenant. C'est une reconversion pour moi, donc c'est ma première présentation en tant que, disons, épidémiologiste en santé mentale. Je suis donc actuellement, je travaille comme interne dans l'équipe de Mars, donc l'équipe mobile psychiatrie précarité qui est dirigée par Aurélie, ici présente. Et c'est une équipe qui a la particularité de faire de l'aller vers, avec une population principalement des sans-abri en très grande précarité et qui sont atteints de troubles psychotiques graves en règle générale, donc des personnes vraiment en extrême précarité à Marseille. Donc cette étude, donc je vais vous présenter donc la présentation d'aujourd'hui porte sur les déficits cognitifs liés à l'absence de logement. État de l'art de la littérature et analyse de la cohorte base. Et dommage que Julien Place ne soit pas là, biostatisticien au centre ressources réhabilitation de Lyon, parce qu'il a fait la grande partie du travail que je vais vous présenter. Donc, c'est un sujet qui est à la fois très spécifique, comme le disait Aurélie tout à l'heure, et à la fois très important, de part de l'ampleur au niveau des santé publique du phénomène du sans-abrisme, puisque depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme inscrit l'accès au logement convenable parmi les droits universels de l'homme. Et malgré cela, jusqu'à maintenant, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, encore aujourd'hui, recense environ 1 milliard de personnes mal logées dans le monde, dont 100 millions de personnes à la rue. Et à niveau européen, le phénomène est aussi important. Il y aurait 700 000 personnes sans domicile au cours d'une nuit, et avec une augmentation qui atteint les 70% en 10 ans, depuis 10 ans. Et cette augmentation concerne également la France, puisqu'il y aurait une augmentation des personnes sans domicile de 50% entre 2001 et 2012. Et le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, justement, décrit qu'il y aurait encore cette année, et surtout après la crise sanitaire qu'on vient de vivre, près de 300 000 personnes sans domicile en France. Et de ces 300 000 personnes, les sans-abri, donc les personnes sans toit, disons, seraient 27 000. Donc, on sait tous que les personnes sans domicile sont les membres les plus marginalisés de la société. Ils présentent un taux de mortalité qui est jusqu'à 11 fois plus importante que la population générale. Et ils présentent également des comorbidités aussi bien somatiques, notamment des infections respiratoires, des maladies cardiovasculaires et des infections, notamment les hépatites, et une prévalence extrêmement élevée des comorbidités psychiatriques. Donc, la dernière méta-analyse qui vient juste de sortir retrouve une moyenne de 76% des personnes sans abri qui auraient une comorbidité psychiatrique. Et on inclut les addictions, bien sûr. Et c'est une population, on le voit bien ici à Marseille, qui a un accès aux soins extrêmement compliqué. Et on en parlera après. Donc, relogement, c'est un enjeu de santé publique majeur. D'ailleurs, il y a un plan quinquennal pour les logements d'abord qui est actuellement promu par les ministères et disons, géré par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui a comme objectif de réduire sensiblement le nombre de sans-abri d'ici 2022. Mais on se doute bien que sortir du sans-abrisme, ce n'est pas que, c'est aussi un processus complexe, de part de l'hétérogénéité de ces phénomènes qui a des patterns parfois différents. Donc, il y a du sans-abrisme chronique, du sans-abrisme intermittent et des typologies différentes qu'on a décrites aussi à niveau européen. Mais également, c'est un phénomène complexe parce qu'il y a énormément de déterminants de ces phénomènes, aussi bien à niveau structurel, donc ce qui concerne la société, donc les conditions des logements, la pauvreté, mais aussi à niveau individuel. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse de ces déterminants personnels dans les processus de relogement des personnes et en tout cas de rétablissement des personnes en extrême précarité. D'autant plus qu'il y a une littérature qui dit qu'un logement stable
peut améliorer certes certains indicateurs de santé, comme par exemple le nombre de jours par année passés en forte décompensation psychiatrique, mais ne prédit pas les fonctionnements cognitifs des personnes. Donc, ne prédit pas l'amélioration de fonctionnement des individus dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela que j'arrive donc aux fonctions cognitives qui ont donc un rôle déterminant dans les rétablissements et si on veut aider ces personnes en grande précarité. Les fonctions cognitives qui sont bien sûr les centres du travail que vous effectuez tous et qui nous permettent d'interagir avec notre environnement et les dysfonctionnements desquels peuvent entraver l'accès à l'autonomie et le rétablissement des personnes. Il y a une littérature assez riche sur les liens entre sans-abrisme et cognition, excuse-moi, qui retrouve d'une façon assez stable des scores aux tests neurocognitifs inférieurs à la population générale, mais avec des prévalences extrêmement variables, qui vont du 28% à 80%, et en population psychiatrique notamment, et qui souvent ont des biais méthodologiques du fait aussi de la complexité du domaine d'études, qui, par exemple, utilisent des échelles qui ne sont pas adaptées à cette population, qui ne sont en tout cas pas normées à cette population, avec des scores souvent des cognitions globales, donc des MMSE par exemple, qui ne détaillent pas les différentes facultés cognitives, et surtout des données issues principalement d'Amérique, donc États-Unis, Canada. Et donc, il y a un manque cruel de données françaises, déjà pour caractériser la situation des sans-abri en France, en règle générale, données sociodémographiques, échelle des bases des qualités de vie, etc., et proposer des interventions adaptées. D'où la Réabase. Donc, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cette source d'informations très riche, qui a une cohorte prospective et multicentrique, dont on a déjà parlé de l'intervention précédente, des personnes reçues accompagnées en réhabilitation sociale, psychosociale, dans 8 centres de réhabilitation psychosociale répartis sur les territoires français. Corrigez-moi si je dis de bêtises. Et il y en a plus maintenant, d'accord. Et à la dernière extraction, il y avait environ 3500 évaluations initiales. Donc, on est pour l'instant au temps zéro de la récolte des données. L'évaluation initiale consiste en un entretien médical avec des données médicales, médico-psychosociales et des échelles de sévérité, des fonctionnements global. Un bilan de vie quotidienne avec des échelles de bien-être, des échelles des qualités de vie et surtout, ce qui nous intéressait en particulier, les bilans neuropsychologiques avec un screening assez complet de mémoire épisodique, d'attention, des raisonnements perceptifs, des compréhensions verbales, des mémoires de travail et des fonctions exécutives. Donc, notre objectif, c'était donc d'utiliser cet outil pour explorer les caractéristiques sociodémographiques des sans-abri ayant accès aux soins, aux structures des soins en France, et explorer les liens entre sans-abrisme et troubles cognitifs dans cette cohorte française, et donc au moment du T0. Et ceci dans un but, bien sûr, de cibler les interventions qu'on pourrait réfléchir autour du rétablissement des personnes sans domicile, dans nos pratiques aussi à Mars, par exemple. Donc, la Réabase, il y avait 3435 personnes. De cette pool, on a retrouvé 81 personnes seulement sans domicile, seulement. C'est un constat. C'est-à-dire qu'on a probablement pas accès vraiment à une population sans abri dans de telles cohortes. En tout cas pas pour l'instant, mais 80%, c'était déjà très, très intéressant pour nous. Donc, il n'y avait pas de différence d'âge entre les personnes avec logement et sans logement, et aucune différence de sexe aussi. Donc, la distribution du sexe était la même. Et
Au vu de cette disparité entre les deux populations avec le sein logement, nous avons décidé de partir pour un protocole 4 témoins en appuyant sur des facteurs qui sont importants comme l'âge, les sexes, les niveaux d'études qui étaient significativement différents. Je ne peux pas indiquer. Significativement différents pour les sans-abri qui ont un niveau d'études inférieur. Le diagnostic principal aussi, qui était, il y avait plus de personnes atteintes de schizophrénie dans les personnes sans-abri et une échelle de sévérité qui était aussi différente. Donc, on a apparié sur tous ces événements, sur tous ces facteurs. Et donc, on a comparé nos deux groupes avec et sans logement au sein de l'area base. Et ce qu'on retrouve ici, c'est l'analyse univariée. Ce qu'on retrouve, c'est d'abord des traitements et des caractéristiques sociodémographiques assez comparables, aussi à niveau de traitement de ces personnes, de durée de la maladie et de classe de diagnostic principal après appariement. Bien sûr, la situation familiale était différente, c'est-à-dire qu'il y avait plus de célibataires parmi les sans-abri que les personnes avec logement, et des mesures de protection aussi plus fréquentes parmi les sans-abri, et des niveaux, bien sûr, de marginalisation extrêmement plus importants dans la population des sans-abri. Et comme on s'attendait, l'addiction à l'alcool aussi était plus présente parmi les sans-abri, ainsi que les addictions aux autres substances. Pour ce qui concerne les tests neuropsychologiques, ce qui nous a intéressé tout particulièrement, nous avons binarisé ici, donc c'est aussi l'analyse multivariée sur les tests neuropsychologiques, l'ensemble des tests. On avait une perte de données pour pas mal de personnes sans abri, donc on n'avait pas toutes les échelles pour tout le monde, donc il faut prendre ces résultats avec un peu de pincettes, mais quand même ça donne une bonne idée de pistes de réflexion en tout cas. Et ce qu'on retrouve, c'est, donc on a binarisé les réponses déficitaires, non déficitaires, et on retrouve, donc c'est sûr que c'est surtout les capacités de raisonnement, donc les tests des matrices, des mémoires de travail et les fonctions exécutives qui seraient plus impactées pour les populations sans abri. Et ces trois, pour finir, en revanche, la mémoire épisodique et l'attention et par exemple la compréhension verbale ne semblaient pas impactées dans la population des sans-abri par rapport à la population générale. Et ces trois, aussi bien les fonctions exécutives que la mémoire de travail et de raisonnement, nous évoquent plus un souci dans l'intelligence fluide, c'est-à-dire de l'intelligence dont on s'en sert chaque jour pour faire face à des situations nouvelles, pour interagir avec notre environnement, adopter un comportement flexible et adapté au contexte. Et donc, des perturbations qui sont aussi assez cohérentes avec ce qu'on retrouve au niveau cérébral, impact surtout sur des réseaux très diffus au niveau cérébral, dans des réseaux frontopariétaux qui sont impliqués donc, dans la flexibilité et dans la prise de décision dans les situations nouvelles. Les modèles multivariés à confirmer donc cette différence, cet impact majeur du sans-abrisme. Après, je ne vais pas parler des causalités, mais ces liens majeurs entre le sans-abrisme et perturbation des fonctions exécutives notamment, et donc des planifications, anticipations et stratégies dans la vie quotidienne. Et ce qui nous fait donc partir avec l'idée qu'une prise en charge adaptée des personnes sans abri en grande précarité nécessite la mise en place d'outils de remédiation cognitive des fonctions exécutives, ce qu'on ne fait pas pour l'instant en Marseille, par exemple. Et
et surtout des personnes qui sont atteintes des troubles psychiatriques. Et donc, ce travail nous porte maintenant à réflexion en mars, notamment, sur déjà la création peut-être d'une étude auprès des personnes sans domicile qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès au centre de réhabilitation psychosociale, comment on peut réintégrer ces dispositifs dans la rue, et aussi de comment on peut informer les structures des soins conventionnels, les services donc de psychiatrie, les CMP, pour adapter les structures de droit commun donc aux difficultés cognitives de ces usagers. Donc, adapter, par exemple, avoir une souplesse pour les horaires et les lieux de rendez-vous, aider dans une espèce de case management plus renforcé pour ces populations par rapport aux autres personnes qui seraient suivies en service. Et donc, un travail d'intégration est demandé maintenant, et il faut bien réfléchir à l'équipe, entre les pratiques de la LEVR des équipes mobiles et les programmes de rémédiation cognitive des centres de réhabilitation psychosociale. Et j'espère qu'Avancelle ira un peu dans ce sens d'intégration de la cognition et de la précarité, parce que c'est un domaine que pour l'instant, on n'a pas encore les outils, en tout cas, pour y faire face et pour aider les personnes de la meilleure façon. Je vous remercie. J'ai fait la publicité pour une exposition qui a lieu le 10 octobre. Il y a une très belle photo de précarité à Marseille. Je vous invite à revenir pour ça. Merci, ça serait une excellente suite à ce colloque. Merci pour cette belle intervention qui met encore en évidence l'intérêt de cette base nationale Réabas avec des données extrêmement riches. Vous avez vu les publications qui ont ressorti là tout à l'heure et c'est que le début. Merci pour ce que vous avez fait dessus. On a 2 minutes, là, 1 minute et demie pour une ou deux questions avant la pause. Oui, Marie Lequin. Je me demandais si vous aviez contrôlé l'origine culturelle, par exemple avec la langue maternelle. Oui, on a introduit dans les modèles multivariés, on l'a mis comme facteur de contrôle, disons, comme covarié. Et en fait, après, apparemment, c'était vraiment. Alors, on a parié sur les facteurs que je vous ai montrés, donc l'âge, le sexe, la sévérité de la maladie. Et après, apparemment, il n'y avait pas de différence entre la langue maternelle de chacun. Donc, on n'a pas trouvé une différence dans nos populations sur la langue maternelle. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas des raisons d'attribuer à ça le problème. Alors, une réaction extrêmement brève d'Isabelle Amado, là, très, très bonne. Excusez-moi, surtout que les performances de compréhension verbale étaient comparables dans les deux populations. Ah oui, bien sûr. Ils ne parlent pas, ils sont sortis, donc il y a un biais là, effectivement. Ah oui. Isabelle, vas-y, très vite. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un système, par exemple, d'assistance numérique intégré où il y aurait un smartphone, il y aurait des programmes d'entraînement positif avec du coaching qui pourrait être fait en équipe. Parce que si on sort dans des programmes de remédiation véritablement, on va avoir le problème de l'errance, etc. Oui, tu as raison, Isabelle, ils ne viennent pas aux séances pour vraiment, c'est sûr. Donc il faut adapter, c'est ce que je pensais. Justement, c'est le travail que nous sommes en train d'entamer. Ah oui, c'est la question de l'accès aux soins pour les personnes qui sont sur Internet, pour des personnes sans abri. Alors, on n'a plus de temps, il y a juste Erika Agostini, une toute petite réaction. Moi, je suis pour remercier parce que justement, parce que vous montrez là, ça peut aider les professionnels à mieux comprendre aussi comment les précaires viennent aux soins, mais justement pas avoir des réactions. De stigmatisation. Après, voilà, syndrome méditerranéen, là, ce serait plutôt, ils n'ont pas envie de se soigner, ils n'ont pas envie de tout ça. Montrer que, effectivement, oui, exactement. Du côté de la cognition, qui montre que c'est difficile de programmer, de venir à un rendez-vous. Bien sûr. Nous qui travaillons en CMP, c'est régulièrement. Ces gens-là n'arrivent pas au bon moment. Cette flexibilité est difficile à avoir, mais c'est important de montrer aux professionnels. Exactement. C'est pour ça que je pense que la première conclusion de cette analyse, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on vraiment forme nos collègues. Et dans les services, on n'est pas tous.
Il faut être disponible. Il ne peut pas venir, donc on lui enlève les rendez-vous.